Merci, cher professeur Charibi. Merci, Al Amkar. Et c'est la dernière présentation de cette matinée. Et on l'a vu, cette matinée, je pense que le vrai message, c'est le changement. Et nous avons la chance de vivre ces changements. Nous avons la chance d'avoir des innovations thérapeutiques. Nous avons la chance de vivre une période où nous avons des essais thérapeutiques, des méta-analyses, de nouvelles recommandations. Et ça s'applique pour les nouveaux anticoagulants, les AOT. Et on a vu, au bout de 10 ans, qu'il y a eu un véritable changement de paradigme. Il y a 10 ans, sur la fibrillation auriculaire non valvulaire, le traitement était les antivitamines K. Et aujourd'hui, on a la préférence, bien sûr, pour les anticoagulants oraux directs. Et chacun de nous a pu vivre l'expérience des antivitamines K, que ce soit en interaction médicamenteuse, en interaction alimentaire, que ce soit en surdosage et en particulier en risque hémorragique. Et nous avons, chacun de nous, dans son expérience, a eu à gérer une hémorragie digestive, une hémorragie cérébrale ou une augmentation de mortalité et de morbidité. Alors, avec les nouveaux anticoagulants et les anticoagulants oraux directs, nous avons un ensemble d'études qui, en 10 ans, ont complètement changé la donne. Et en particulier, nous avons dans notre disponibilité le dabigatran avec l'étude Riley, le rivaroxaban avec l'étude Rocket et l'apixaban avec l'étude Aristotle. Et on ne voit clairement sur cette méta-analyse qu'en termes de prévention d'accident vasculaire cérébral ou d'embolie systémique, il y a un bénéfice net des anticoagulants directs par rapport donc aux antivitamines K. Il y a toujours, on va toujours dans notre cerveau, de la même façon, il ne faudrait absolument pas oublier l'autre facette, c'est la sécurité des patients. Efficacité, sécurité, en particulier en termes d'hémorragie, des hémorragies digestives, surtout des hémorragies cérébrales qui peuvent être mortelles. Et il y a ici une claire supériorité des anticoagulants directs, en particulier de l'apixaban, qui tire le plus grand bénéfice par rapport à la farvarine dans cette méta-analyse. Et bien entendu, ces études, ces méta-analyses ont abouti à un changement, bien entendu, des recommandations, et ces recommandations qui, aujourd'hui, en 2020, ce sont les recommandations européennes, insistent sur le fait que quand vous avez une fibrillation auriculaire, soit vous êtes dans le cas où vous avez un rétrécissement mitral serré, où vous avez une prothèse mitrale, à ce moment-là, ce sont les antivitamines K. Mais dès le moment où vous avez une fibrillation auriculaire non valvulaire, à ce moment-là, vous allez calculer le score Shatz-Vask, et dès que vous avez un score Shatz-Vask supérieur à 1, supérieur à 1 pour les femmes ou supérieur à 2 pour les hommes, à ce moment-là, il faudrait considérer le traitement anticoagulant en particulier par rapport aux anticoagulants directs, et la préférence va bien entendu vers les anticoagulants directs oraux. Et voici les doses qui sont extrêmement importantes. Il ne s'agit pas de sous-doser les malades, parce que si vous les études là, l'efficacité des études par rapport aux doses qui ont été établies dans les protocoles, que ce soit dans Riley, que ce soit dans Rocket, que ce soit dans Aristotle. Or, dans nos pratiques, il se peut qu'on sous-dose les patients, soit par peur, soit par une limitation de notre pratique de tous les jours. Alors, les doses standards qui sont indiquées par rapport donc, aux recommandations sont, pour le dabigatran, c'est 150 x 2, le rivaroxaban, c'est 20 mg, et l'apixaban, c'est 5 mg x 2. L'idoxaban, nous ne l'avons pas au Maroc, c'est une seule dose de 60 mg. Alors, j'ouvre une porte, c'est que pour l'apixaban, on réduit la dose lorsque nous avons 2 des 3 critères, à savoir l'âge supérieur à 80 ans, le poids moins de 60 kg, ou la créatinine plus de 1,5 mg par décilitre, ou plus de 133 millimoles. C'est dans ce moment-là qu'on passe à, bien entendu, 2,5 x 2. Il est important de rappeler que uniquement pour les valvulaires prothèses mécaniques et rétrécissement mitral, qui sont les contre-indications aux anticoagulants, qui ne sont pas des indications aux anticoagulants oraux. On peut considérer les anticoagulants directs, l'apixaban, le rivaroxaban, pour les patients qui ont une fuite mitrale, qui ont une bioprothèse aortique, qui ont un rétrécissement aortique. Donc on peut les considérer, et ça c'est extrêmement important. Et je rappelle une chose extrêmement fondamentale, l'aspirine n'a aucune place
dans la prévention et dans le traitement des fibrillations auriculaires non valvulaires. Il n'y a plus aucune place et c'est en termes de recommandation niveau 3. Alors, nous avons bien entendu ces études qui nous ont fait avancer par rapport aux anticoagulants et qui nous ont montré clairement, ce sont des essais randomisés double aveugle, qu'en termes d'efficacité, c'est plus efficace et en termes de sécurité, bien entendu, nous gagnons énormément. Mais la question qui se pose, nous avons les études, nous avons les recommandations, les études, les méta-analyses, les recommandations. Maintenant, il faudrait voir, bien sûr, la vraie vie de tous les jours. Est-ce que les patients des essais thérapeutiques ressemblent aux patients que nous traitons tous les jours? Et ça, c'est des registres internationaux. Le registre Garfield qui a été fait sur 35 pays, 1215 sites, et qui montre au fil des années, en 6 ans, que la proportion des malades qui n'ont aucun traitement anticoagulant ne change pas. Il y en a au moins 10% de personnes qui ne bénéficient d'aucun traitement. Que l'utilisation de l'aspirine diminue avec le temps, que l'utilisation des antivitamines K diminue et surtout l'augmentation de la prescription des anticoagulants directs. Et on le voit dans l'expérience britannique, qui est une expérience leader parce que les patients sont bien suivis. Alors, on voit que l'incidence de l'accident vasculaire cérébral diminue avec le temps, que l'utilisation des anticoagulants oraux augmente avec le temps et l'utilisation des antiplaquettaires diminue avec le temps. C'est la même chose qui est observée en Suède, où on voit le nombre d'accidents vasculaires cérébraux diminuer avec l'augmentation d'utilisation des anticoagulants directs. Et bien sûr, ça va de pair la diminution des accidents hémorragiques, en particulier des hémorragies intracrâniennes et des hémorragies digestives. En même temps, on le voit en Allemagne, qu'au même temps, il y a une augmentation de la prescription des anticoagulants directs de 42 à 61% en 5 ans, et la diminution d'utilisation des antiplaquettaires et la diminution des patients non traités qui n'ont aucun traitement, ce qui va donner une diminution des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, une diminution, bien sûr, des accidents hémorragiques. Donc, nous avons aujourd'hui des données et donc, de phase 3 qui montrent l'efficacité, la sécurité. Nous avons des recommandations et ces recommandations donc, ont complètement changé la donne. Et comme je l'ai dit au départ, on vit un véritable changement de pratique, un changement d'évolution. Et heureusement qu'on est dans une population de cardiologues et on le voit, nous acceptons le changement, nous vivons le changement, nous pratiquons le changement, alors qu'on vient d'en parler, il y a malheureusement d'autres spécialités qui sont très résistants et qui vivent malheureusement sur un passé qui est complètement dépassé. Et on le voit sur les prescriptions devant nous, il y a des gens qui continuent à prescrire les mêmes prescriptions depuis 30 ans, depuis 20 ans. Il est absolument le temps de changer. Alors, une des études phares des anticoagulants oraux directs, c'est l'étude Aristotle. C'est une étude sur l'héliquis dans l'apixaban dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. Je rappelle encore une fois que c'est c'est un essai de non-infériorité en phase 3, randomisé, double aveugle. Donc on est dans l'evidence-based medicine. La médecine aujourd'hui, on en parle, on est en période de Covid, il faudrait absolument lutter contre le charlatanisme médical, contre le populisme médical. Ce sont les essais randomisés. Quand quelqu'un vous dit que c'est un traitement qui marche, par exemple, je dis colchicine et ivermectine dans le Covid, il faudrait absolument demander et réclamer des essais, des essais randomisés en double aveugle. Voilà un essai qui est en phase 3, héliquis 2 fois 5 mg, je rappelle, c'est 5 mg fois 2 la dose du traitement par rapport à la varfarine, et je réduis la dose à 2,5 fois 2 quand il s'agit de personnes qui sont âgées, qui ont plus de 80 ans, ou qui ont un poids moins de 60 kg, ou qui ont une créatinine plus de 15. Alors c'est un essai qui va avec 2 critères qui sont lourds, les critères principaux, accident vasculaire cérébral, ischémique ou type interminé, accident vasculaire hémorragique ou embolie systémique. Et en même temps, rappelez-vous toujours, c'est efficacité et tolérance. Et tolérance, c'est le critère principal. Et bien entendu, c'est les hémorragies majeures
en particulier les hémorragies cérébrales et digestives. Alors, qu'est-ce qu'on inclut dans cette étude? Ce sont des patients qui ont une fibrillation auriculaire permanente ou un flux d'air non valvulaire, qui ont un des facteurs d'accident vasculaire cérébral, âgés plus de 75 ans, antécédents d'AVC, d'accident ischémique transitoire ou d'embolie systémique, diabète sucré, insuffisance cardiaque symptomatique, fraction d'éjection de moins de 40% ou hypertension artérielle. Alors, les patients qui étaient sous antivitamine K étaient soit des patients naïfs, dont 43%, soit déjà traités par 57%. Et rappelez-vous bien, quand on parle d'antivitamine K, il faut toujours demander le TTR, le time to arranging treatment, c'est-à-dire le temps où le patient est effectivement sous traitement, le pourcentage. Et ici, dans cette étude, c'est 62%, ce qui est assez élevé. Alors, l'essentiel de cette population, majorité d'hommes, 70% d'hommes et 30% de femmes, 70 ans, le Schatzvask est à 2, environ 57% étaient traités par antivitamine K, 19% a eu déjà un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, 31% étaient sous aspirine, l'insuffisance rénale 56% et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite 35%. Alors, le résultat, vous le connaissez déjà. Donc, la publication a été faite sur le New England Journal of Medicine il y a quelques années. Il y a une non-infériorité de l'apixaban et en seconde analyse, une supériorité de l'apixaban par rapport à la varfarine. L'apixaban fait mieux que la varfarine avec une diminution du critère principal, rappelez-vous bien, accident vasculaire cérébral, accident embolique, pratiquement de 21%. Et en plus de ça, une réduction du risque de décès, toute cause, sous apixaban versus varfarine, ce qui est une avancée importante. Donc, on compare deux molécules et une molécule qui réduit la mortalité et une molécule qui ne les réduit pas. Et par rapport aux critères majeurs, critères de sécurité qui sont les hémorragies, on a une diminution du critère principal pratiquement de 40%. Et donc, il y a significativement moins d'événements de saignement majeur par an sous apixaban par rapport à la varfarine. Et une supériorité démontrée vis-à-vis de la varfarine pour la réduction du risque hémorragique en termes, bien entendu, du risque par rapport aux antivitamines K. Et ça, vous savez qu'il y a un sujet absolument à la mode, et on le verra tout à l'heure à 4 heures sur un autre registre, par rapport aux antiagrégants plaquettaires. Il faudrait absolument, pour vos patients cardiologiques, considérer toujours le risque hémorragique. Il faut toujours que dans nos têtes, le risque hémorragique soit une part extrêmement importante parce que d'abord notre métier, c'est d'abord ne pas nuire et de ne pas causer d'accidents hémorragiques, en particulier thérapeutiques. Et on voit clairement qu'avec les antivitamines K, on fait plus saigner le malade. Et quand on voit en termes de bénéfices annuels, il y a un bénéfice clinique net en faveur de l'apixaban, que ce soit sur le critère combiné, parce que ça va de pair, accident vasculaire cérebral ischémique, saignement majeur, accident vasculaire cérébral, saignement majeur et décès, toutes causes confondues. Alors, en synthétisant ces résultats, on a ce qui est démontré une non-infériorité de l'apixaban vis-à-vis de la varfarine avec un P de 0,001 et une supériorité de l'apixaban démontrée avec un P de 0,0114, donc une supériorité sur le critère principal en termes d'intention de traiter. Et en test séquentiel, on a donc démontré, comme on l'a dit, une supériorité de l'apixaban par rapport à la varfarine. En synthèse de résultats, sur le critère principal d'efficacité, donc on a une supériorité de l'apixaban sur les AVC et les embolies systémiques. Sur les hémorragies majeures, on l'a vu, une supériorité et bien sûr, en plus, une diminution des décès, toutes causes confondues. Donc, en efficacité, pas de différence en fonction du groupe, pas de différence en fonction du TTR, et en termes de tolérance, une réduction plus importante chez les non-diabétiques. On sait que les diabétiques font plus de FA et plus de risques emboliques et systémiques et d'hémorragie. Une réduction plus importante chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou sévère. Vous savez que les insuffisants rénaux meurent d'abord du cœur et les insuffisants rénaux font plus de risques hémorragiques, ne l'oublions pas, et une réduction plus importante donc sous apixaban dans les centres avec un faible contrôle de l'INR. En conclusion de Aristotle, pour 1000 patients traités pendant 1 an et demi, 1 an, 8 mois, l'apixaban permet d'éviter
un accident vasculaire sur 6 patients, un saignement majeur sur 15 patients et un décès sur 8 patients. Donc, on a une diminution des AVC de 21%, une diminution des saignements majeurs de 31% et une diminution de décès de toute cause de 11%. Alors, ça c'est l'étude, ça c'est l'essai. Alors, en pratique, est-ce qu'on a des données de vie réelle? C'est l'étude Naxos, c'est une étude française. Il va décrire l'utilisation des anticoagulants oraux disponibles en France dans la prise en charge de la fibrillation auriculaire non valvulaire, qui étudie la tolérance, l'efficacité, la mortalité, toutes causes confondues, et par rapport aux antivitamines K, et par rapport au dabigatran, et par rapport au rivaroxaban. Alors, qu'est-ce qu'elle montre? On va voir l'efficacité, sécurité. Donc, on a toujours ce couple qui marche, AVC ischémique, AVC hémorragique, embolie systémique, et sur les hémorragies intracrâniennes, gastro-intestinales, ou hémorragie ou autre hémorragie. Et vous voyez qu'on a suivi des patients, on va avoir des données qui sont pratiquement de 300 000 patients entre 2014 et 2016. Et on va voir que dans ces études, ces données. Et on va voir que, par exemple, sous apixaban, on a 100 000 personnes, dabigatran, 27 000 personnes, et sous rivaroxaban, on a 130 000 personnes sur 300 000 qui ont un suivi correctement, et on a les études. Alors, regardez la démographie des patients qui sont traités. Alors, l'âge moyen est à peu près de 70 ans. Les personnes de plus de 80 ans représentent 54% dans le groupe antivitamine K et 38% pour l'apixaban. Pour donc une proportion égale entre hommes et femmes, un délai de 69 jours entre le diagnostic et l'attente indexée, et une hospitalisation au moins une fois dans 2/3 des cas, avec une durée totale d'hospitalisation de 12 jours. Alors, quand on voit en termes de score de risque, le CHA2DS2-VASc moyen est donc le premier pour les antivitamines K et en second lieu l'apixaban. Pour le Hasbled, le groupe apixaban vient en deuxième, et en comorbidité, apixaban vient en deuxième. Pour donc les trois, à savoir AVC, saignement et comorbidité, c'est les antivitamines K en premier. Alors, en termes de résultats, l'apixaban fait mieux que les antivitamines K en termes d'efficacité, sécurité. Par rapport au saignement, l'apixaban fait mieux que le rivaroxaban et égal avec le dabigatran. Et en termes d'efficacité, les trois, que ce soit apixaban, dabigatran et rivaroxaban, font pratiquement la même chose. Mais il faudrait noter une chose importante, que l'apixaban gagne sur toute la ligne. En termes d'efficacité, les antivitamines K, et en termes de saignement, il gagne le rivaroxaban, qui peut, avec l'aspirine, comme les doxabans, augmenter les hémorragies digestives. Donc voilà une large étude en conditions réelles qui montre la supériorité de l'apixaban sur les AVC et les accidents emboliques, sur la mortalité toute confondue, et on observe un taux de saignement plus bas, une efficacité équivalente versus rivaroxaban et dabigatran. Alors je vous signale que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui d'études head-to-head, par exemple, qui vont comparer l'apixaban par rapport au dabigatran ou par rapport au rivaroxaban. Ce sont des études, bien sûr, observationnelles sur lesquelles nous avons travaillé. Alors, la dernière étude avant de déjeuner, c'est l'étude EMANAT. Donc, on a un certain nombre de personnes, de patients qui ont une infarct valvulaire, chez qui on va programmer une cardioversion. Et dans le protocole EMANAT, donc, on a comparé par rapport à l'héparine antivitamine K, par rapport au classique. Donc, on peut donner une dose de charge d'apixaban de 10 mg. 2 heures après, on fait une échotransœsophagienne ou pas, donc ce n'est pas réclamé, et on fait la cardioversion. Et par rapport au traitement classique, héparine, bien sûr, antivitamine K. Et on va comparer les deux sur 2 critères, toujours, accidents vasculaires cérébraux, hémorragie majeure et non majeure. Et qu'est-ce qu'on observe? Dans le groupe apixaban, il n'y a absolument rien ne se passe. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'AVC, nous n'avons pas d'AVC hémorragique, nous n'avons pas d'embolie systémique, et nous avons 2 causes de décès. Et ce qui est donc supérieur au groupe héparine, on a 6 AVC, 5 AVC hémorragiques, 5 AVC ischémiques et 1 AVC hémorragique et une décès. Donc, c'est une différence significative en termes d'AVC en faveur de l'apixaban. Et en termes d'hémorragie, il n'y a pas de différence significative
entre les deux groupes. Et cette stratégie EMANAT, cette stratégie de donner de l'apixaban en dose de charge de 10 mg 2 heures avant de faire une cardioversion est tout à fait crédible et tout à fait possible en pratique de tous les jours et qui montre une efficacité, une innocuité comparable entre les groupes de traitement apixaban et héparine vis-à-vis des Avitivit-K. Donc voilà un nouveau changement qui est extrêmement important à considérer. Dernière diapositive, l'étude Aristotle avec l'apixaban versus antivitamine K montre la supériorité de l'apixaban vis-à-vis de la varfarine, significativement moins de saignements majeurs, et dans l'étude EMANAT, une différence significative en termes d'AVC, et il n'y a pas de différence significative en termes de saignement. N'oubliez pas, mes chers amis, chez vos patients qui ont une fibrillation auriculaire non valvulaire, de diminuer les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les embolies systémiques, sans augmenter les risques hémorragiques. Il faut toujours considérer les deux. Et aujourd'hui, nous avons fait un grand pas, bien sûr, avec ces nouvelles thérapeutiques, en particulier avec les anticoagulants directs. Je vous remercie. Merci beaucoup.